Et bonjour aux deux personnes qui sont... Oh, ça remonte. Juste le temps que je dise deux, ça avait déjà monté. Bonjour, bienvenue dans mon salon. Hey, bonjour Marie-Philippe, contente de savoir que t'es là. Donc, bienvenue dans mon salon. Et là, c'est drôle parce que la semaine passée, quelqu'un qui me disait, on le voit pas ton nu, mais voyez-vous que j'ai un nu? Attendez. Ouh! Voyez-vous que j'ai un nu? À côté de moi. Hey, attends, je vais essayer de mettre... Non, comme ça. Voyons, c'est bien compliqué. On dirait que je veux comme tellement me fier à la caméra. Ouh. Voyez-vous mon nu? Le voyez-vous? C'est un cadre que j'ai gagné au Salon du Livre de la Côte-Nord il y a 2 ans. Donc, c'est un mannequin en plastique qui a été photographié. Donc, c'est pas un vrai nu. C'est un nu de mannequin en plastique. Mais c'est ça, mais il est dans mon salon, il trône fièrement. Donc, on va commencer dans quelques instants. Je suis en train de regarder quel extrait je vais vous lire d'Étincelles de Michel Plomer. Je n'étais pas encore branchée trop sur ce que j'étais pour vous lire, mais je pense que je pourrais vous lire bien des choses. Je pense que je vais y aller un peu au hasard. On verra ça tantôt. Bonjour Marilyn. Oui, Rosalie a dit qu'on voit mon nu. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. C'est très cool. Mais c'est ça, dans le fond, j'avais gagné ça. C'est dans un événement qui s'appelle Lis sur scène. Donc, c'était 6 auteurs qui étaient invités au Salon du Livre de la Côte-Nord qui lisaient des textes sur la scène. Il y avait 2 tableaux à faire tirer, un parmi les 6 auteurs, puis un parmi le public, et j'étais le public qui a gagné. Donc, je suis repartie de la Côte-Nord avec mon nu. Donc, c'était vraiment cool. Hey, on commence-tu? On pourrait commencer maintenant. Ben, premièrement, je me suis ennuyée de vous autres toute la semaine. Vraiment, on y prend goût à faire des lives quand même, hein? Puis discuter de littérature. Donc, toute la semaine, je me suis ennuyée de vous. J'ai eu envie, c'est ça, de vous parler. Puis, c'est ça, je me suis ennuyée. On va dire ça comme ça. J'ai quand même eu une grosse semaine. Vous le savez probablement, en librairie, c'est quand même assez intense de ce temps-ci avec les commandes web. Mais j'ai eu tellement envie de vous autres, puis je pensais à vous autres quasiment tous les soirs. Fait que là, j'ai changé ma pile une fois de temps en temps pendant la semaine, puis tout ça. En tout cas. Sinon, je vous donne une mission encore comme la semaine passée, qui est de me rappeler de boire, parce que vous étiez vraiment bon la semaine passée de me le rappeler. Donc, pas trop souvent, mais une fois de temps en temps, c'est une bonne chose de me rappeler de boire parce que j'ai tendance à oublier. Il faut que je prenne une gorgée une fois de temps en temps parce que j'aime trop parler de littérature. Donc, j'oublie. C'est ça, c'est que dans le fond, j'ai un petit thé au caramel ici. Donc, vous me rappelez une fois de temps en temps à l'ordre de Julie prend une gorgée, puis je vais prendre une gorgée. Mais pas trop souvent parce que sinon, ça pourrait écourter le live quand même. Donc, Marie-Philippe qui me dit que je devrais faire plus de live. J'y ai pensé. J'y ai pensé pour vrai. Mais avec les semaines que j'ai, c'est un peu intense quand même. C'est ça. J'ai quand même des grosses semaines. Je suis pas sûre que vous m'aimeriez tout le temps en live. Il y a des soirs où je rentre puis je vais pas mal me coucher direct là. Pour vous donner un petit exemple, j'ai pas beaucoup lu cette semaine parce que j'étais vraiment trop occupée, trop fatiguée. Mais je vais bien là, ceci dit. Mais peut-être qu'éventuellement on pourra augmenter. C'est ça, on verra là. On verra que le temps, on a encore beaucoup de temps. Bonjour Célia. Donc, oui, c'est ça, c'est que cette semaine, j'ai lu, mais pas tant que ça. J'ai continué Les Constellés de Daniel Grenier, évidemment. Et là, je suis chanceuse parce que maintenant, j'ai une copie dans laquelle je peux écrire. C'est ça. Mais j'ai pas encore écrit dedans. Mais ça va venir. C'est une question de temps. Sinon, j'ai commencé un livre aussi qui s'appelle Pour cœur appauvri de Corinne Larochelle, qui a été publié au Cheval Doux. Ouh! Ok, je vais me réhabituer un peu avec la caméra qui est... En tout cas, c'est bizarre, là. Vous comprendriez si vous faisiez des vidéos, vous autres aussi, là. Comment c'est bizarre de faire ça. C'est comme à l'envers, en tout cas. Donc, c'est ça, c'est que j'ai commencé ce livre-là. Je suis rendue à peu près à la moitié. En fait, Corinne Larochelle, c'est des courtes nouvelles qu'elle va nous... Tu sais, vraiment, c'est des courts textes d'une page ou deux, où est-ce qu'elle nous partage des rencontres qu'elle a fait avec des hommes au fil des années. Et... c'est plus ou moins glorieux, ces rencontres-là. Il y en a qui sont... c'est ça, il y en a qui sont quand même particulières, mais c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup sa plume, donc c'est une belle découverte pour moi.
Fait que je lis ça, c'est ma lecture qu'il y a dans mon salon. Parce que dans le fond, le jour, je vais lire assise dans mon salon, dans mon lazy girl. Donc, mon lazy boy, mais nous aussi, on est des filles, donc c'est un lazy girl. Et, euh, et c'est ça, c'est que dans le fond, c'est mon livre comme ça. Puis sinon, ben, je lis autre chose aussi avec ma tablette, ma liseuse, dis-je. Donc, dans le fond, j'ai une petite liseuse. Et là, je suis en train de lire Le charme secret de notre Grâce. Dans le fond, c'est un peu sous le même principe que le charme discret de l'intestin, c'est ce genre de livre-là. Donc, un livre de vulgarisation scientifique. Très intéressant. En fait, c'est un livre qui m'a intéressée parce que justement, j'aime beaucoup la science puis j'aime ça, comprendre des choses. Et là, c'est vraiment tout le lien avec l'importance d'avoir un certain taux de gras, mais pas trop non plus. Puis ça, dans le fond, l'utilité de la graisse, c'est pas juste là pour... En tout cas, moi, je vais parler de mon gras à moi, là. Moi, des fois, ça me tanne, mais c'est utile, c'est vraiment important. En bas d'un certain taux de gras, les femmes peuvent pas avoir d'enfants, peuvent pas avoir de menstruation. Il y a plein de raisons, en fait, qui font en sorte qu'on a du gras, puis il y a aussi plein de problématiques qui sont liées à ça si on a un dysfonctionnement. Donc, c'est super intéressant. Je suis rendue à 28%. C'est un livre, je vais vous le montrer, ouais, c'est ça, 28%. Et ça, en fait, c'est un livre qui est disponible en numérique en ce moment, qui n'est pas disponible en papier parce qu'il était censé sortir au printemps, finalement. Donc, il y en a quelques-uns des livres comme ça. Je pourrais vous en reparler peut-être de d'autres aussi qui, je pensais qu'ils sortiraient au printemps, puis finalement, le vrai lancement est décalé à l'automne, mais on peut quand même le lire ou l'acheter ou peu importe. Donc, c'est ça, c'est mes lectures pas mal de la semaine. C'est que c'est quand même assez limité pour quelqu'un qui habituellement, comme moi, lit compulsivement et plusieurs livres dans ma semaine. Dans mon année, je vais aller voir un peu vos commentaires. Marie-Philippe a dit qu'elle apprécie le fait que je parle de mes lectures du moment, puis pas juste de mes coups de cœur. Puis en fait, ben, c'est des lectures que j'apprécie hein, pour l'instant, là. Mais oui, je veux partager ça avec vous, mes lectures du moment. Rosalie qui dit qu'elle aime Lazy Girl. Ouais, j'ai dit ça depuis une couple d'années pour mon fauteuil, qui est en dessous de mon nu. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Oui, il y a 2 Pascal présentement qui sont joints à nous. Donc, je vais commencer avec les lectures que j'ai choisies pour vous présenter cette semaine. Ça a été des choix déchirants, comme d'habitude, parce qu'il y en a plein d'autres que je pourrais vous présenter. C'est que ça nous ouvre quelque chose pour vraiment longtemps, plusieurs semaines, plusieurs lives. Et là, en plus, je me limite à des livres que j'ai chez moi, alors que, éventuellement, je peux peut-être vous présenter des livres que j'ai pas chez moi, mais que j'ai déjà lus, puis peut-être même que je pourrais les emprunter à la librairie. On verra. On verra. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est des livres vraiment qui sont chez moi. Premier livre que je pourrais vous présenter, Pour qui je me prends de Laurie Saint-Martin. J'en ai pas parlé, il me semble. C'est chez Boréal. Ouh! Et là, je sais pas si vous voyez, même une petite croque de mon chat parce qu'elle l'a aimé. Mira ne mange pas beaucoup de livres dans la vie, mais ça lui arrive. Ça lui arrive. C'en est un qu'elle a croqué. Une petite croque. Donc, Laurie Saint-Martin, vous avez peut-être déjà vu son nom parce que c'est une traductrice. Absolument, elle traduit avec son mari et ils font la traduction ensemble. C'est super intéressant d'ailleurs leur processus. J'avais la chance de lire à ce sujet. Il y a des articles qui ont été faits là-dessus. Donc, traductrice d'une centaine de livres. Et là, elle arrive avec ce livre-là qui a surpris plein du monde qui la connaît depuis longtemps. Donc, je m'approche un peu. C'est ça, c'est que, pour qui je me prends, en fait, c'est Laurie Saint-Martin qui nous parle de sa découverte du français. Laurie Saint-Martin est ontarienne, elle vient d'une famille anglophone, et dans le fond, c'est ça, elle a découvert le français en 5e année du primaire, avec un cours de français obligatoire pas tellement intéressant, avec des situations vraiment clichés, un peu comme vous avez probablement eu pour vos cours d'anglais au primaire. Et elle, ça a été une révélation. Elle s'était jamais sentie anglophone. Elle ne se sentait pas bien dans sa langue. Dans son identité linguistique, elle n'était pas bien. Et là, quand elle a découvert le français, révélation,
elle voulait devenir francophone. Et pour ça, elle a fait plein de choses, dont changer de nom, déménager au Québec. C'est ça, elle s'est vraiment coupée de l'anglais pendant très longtemps. Et elle nous parle en fait de sa découverte du français, de son amour du français, mais aussi de sa réconciliation avec l'anglais, qui est arrivée quand elle a eu des enfants. Et donc, elle s'est vraiment réconciliée avec l'anglais finalement, qu'elle avait complètement tassé de sa vie. Et elle nous parle aussi de son amour pour l'espagnol, qui est arrivé un peu plus tard, et elle nous parle aussi de l'allemand. Donc, c'est super intéressant. Ça se lit tout seul. C'est vraiment très chouette. Et pas négligeable aussi. Elle est vraiment fine. Puis, les auteurs qui sont gentils, il y en a vraiment beaucoup, là, des auteurs gentils, mais elle est vraiment, vraiment fine. Donc, c'est le fun de la découvrir, de la lire. Puis, moi, ça m'a amené à plein de réflexions par rapport à mon rapport à la langue aussi. À quel point on peut se reconnaître dans une autre culture qui est pas celle dans laquelle on a grandi nécessairement, mais qui est celle qu'on choisit ou qui nous a choisi. C'est un peu drôle. Mais c'est un sentiment, en fait, que je comprends très bien. Là, je vous parle français, ça va bien, la vie est belle, mais j'ai un grand amour pour le Danemark. Puis je dis pas ça parce que le Danemark, il est à la mode depuis une semaine à cause que les écoles ont rouvert là-bas. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un pays que j'aime vraiment beaucoup pour toutes sortes de raisons. Et il y a une partie de moi, en fait, qui... Tu sais, si on croit à ça, là, ce que je crois pas vraiment, mais mettons, on pourrait dire que j'ai peut-être été danoise dans une autre vie. C'est un pays pour lequel j'ai quelque chose de particulier, quelque chose de particulier aussi avec la langue, avec beaucoup de choses qui sont liées au Danemark. Donc, je comprends d'une certaine façon, mais pour moi, c'est pas aussi radical. Quand même, j'ai pas changé de nom pour avoir un nom danois. Et je ne déménagerai pas au Danemark parce qu'ils ne veulent pas de moi. Non, mais sérieusement, je suis très heureuse dans ma ville de Québec. Mais c'est ça, c'est que bref, ça nous amène à plein de réflexions. C'est vraiment le fun qu'elle nous amène dans quelque chose de très personnel. Puis je vous dis que ça a surpris beaucoup de gens. C'est qu'il y a des gens qui la connaissent depuis des années qui ne se sont jamais doutés de rien de ça. Ça l'a vraiment surpris un paquet de gens. D'ailleurs, les gens chez Boréal, ils n'en revenaient pas qu'elle écrive un livre comme ça. Donc, très intéressant. Je rappelle le titre. Pour qui je me prends? De Laurie Saint-Martin. C'est quand même drôle à dire le titre en plus. De Laurie Saint-Martin chez Boréal. Hey, je vais aller voir les commentaires. Il y en a plein. Ouh. Ah, plusieurs lives, oui. Bonjour Jean, bonjour Lynn Marjolaine. C'est vrai qu'elle est gentille de l'avoir rencontrée au Salon du livre de l'Outaouais. Oui, elle est vraiment fine. J'ai fait une entrevue avec elle début mars. Vraiment, c'était juste avant, parce qu'elle faisait une activité à la librairie Pantoute le 8 mars. Donc, je l'ai fait une entrevue avec elle au téléphone pour la radio, pour CKRS, juste avant, le lundi précédent. Puis, c'était passionnant. Là. Puis des entrevues téléphoniques, sérieux, ça peut être vraiment mauvais. C'est pas facile parce qu'on n'a pas de contact visuel. Puis ça a fait une maudite bonne entrevue, puis c'est pas grâce à moi. C'est grâce à elle. Elle est vraiment bonne. Donc, Laurie Saint-Martin. Donc, on continue. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Ah, Le deuxième mari de Larry Tremblay. Ça vous tente-tu? De chez Alto. Un tout petit livre, mais Larry Tremblay, c'est ça, c'est tout le temps des petits livres, mais qui contiennent tellement de choses. Un livre d'à peu près, attendez, là, 135 pages à peu près. C'est ça, c'est à peu près ça qu'on arrive, à 135 pages. Donc, le deuxième... Oh, je vais aller voir avant, juste... Je veux tellement lire ce livre, Pascal. Est-ce que tu me parles de Laurie Saint-Martin? Pour qui je me prends? C'est peut-être ça que tu nous parles. Ah, Isabelle qui dit qu'elle a failli m'oublier. Ah, pauvre chouette. Mais c'est pas grave, t'aurais pu me réécouter en rediffusion, mais t'aurais pas pu interagir avec moi en direct. Donc, mais je suis contente que tu sois là. Donc, on y arrive, le deuxième mari. En fait, on suit un personnage dans un endroit tu sais, c'est pas identifié comme dans d'autres livres de Larry Tremblay, en fait, qui a écrit entre autres L'Orangerie, où est-ce qu'il n'identifie pas les lieux, mais on peut imaginer où ça pourrait se passer. Et là, il y a un homme qui est promis dans le fond, pour se marier. Dans le fond, c'est les hommes dans cette
dans ce pays-là, fictif, c'est les hommes qui sont mariés de force. C'est les hommes, en fait, qui... tu sais, qu'il faut placer, que les femmes vont aller étudier, puis ça, mais les hommes, eux autres, sont juste bons à être mariés. Puis c'est tout. T'sais. Et dans ce personnage masculin-là, il devient le deuxième mari d'une femme. Et là, ce qui est vraiment agréable avec ça, c'est, on le sait, là, qu'il y a des femmes qui sont mariées de force, qu'il y a toutes sortes de situations vraiment difficiles que des femmes vont vivre. Et là, plutôt que de nous parler des femmes, comme on en parle une fois de temps en temps, là, il nous met ça dans la peau d'un homme. Puis je trouve que c'est vraiment brillant parce que peut-être ça va conscientiser certains hommes à cette situation-là, qui vont être capables de se projeter là-dedans. Dans le fait de perdre vraiment son identité, d'avoir aucun droit, d'appartenir à sa femme, d'avoir ça, dans le fond, d'être le deuxième mari. Tu sais, c'est vraiment, c'est pas intéressant. C'est ça, il est même pas le premier choix. Tu sais, il est comme le deuxième choix d'une femme qui est riche puis qui a les moyens d'avoir plusieurs maris. C'est vraiment très, 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 très intéressant. J'ai adoré ça, là, de voir les rôles inversés, où c'est les hommes, en fait, qui sont vraiment les victimes là-dedans, c'est ça, dans le fond, le père de ce personnage-là, il peut pas vraiment avoir d'opinion, il se laisse, c'est ça, il se laisse guider pas mal par sa femme, c'est beaucoup ça. La sœur du personnage, ça, elle a fait des études, c'est une femme. Mais lui, il aimerait ça faire des études, mais t'es juste un homme. Pourquoi tu ferais des études? Ça sert à rien. Donc, ouais, c'est très brillant de l'avoir fait comme ça. J'aime beaucoup Larry Tremblay j'aurais tendance à dire l'ensemble de son œuvre. Je l'aime quand même beaucoup. Mais c'est ça, celui-là, c'est le plus récent que j'ai lu, puis je pense que c'est son plus récent aussi. Je vais pas dire de niaiserie, mais il me semble que oui. Il a sorti un recueil de poésie, mais il est sorti avant, je me trompe pas. Donc, le deuxième mari de Larry Tremblay chez Alto. Wouhou! Alto. Donc, encore des commentaires. C'est le fun! Tu sais, je sais que vous êtes là. Ah, Isabelle a dit que c'est tellement bon le deuxième mari. Oui. Pascal, il dit oui, Larry. Oui, de Laurie. Ok, oui, c'est le livre de Laurie que tu veux lire. Pascal qui dit qu'il n'a jamais lu de Larry Tremblay. Ça manque vraiment ta culture. L'Orangerie, qui est un grand classique. Je dis pas ça pour te faire sentir mal de pas avoir lu le classique. C'est un livre qui nous marque profondément. Vraiment, je suis encore très marquée par l'Orangerie. Puis en fait, c'est ça, il y a le don. Je veux pas trop en dire, mais on s'en reparlera, Pascal, quand tu le découvriras. Je t'encourage vraiment à découvrir Larry Tremblay, qui est un super auteur. À part ça, Célia qui dit « J'ai pas entendu le titre du livre dont tu parles présentement. C'est le deuxième mari de Larry Tremblay. » Super intéressant comme livre sur le Marie-Philippe. Ah! Pascal prévoit lire du Larry Tremblay prochainement. Ouais, c'est ça, dans le fond, Isabelle qui répond à Pascal, qui disait qu'elle avait jamais lu de Larry Tremblay, et qui lui dit qu'il faut lire du Larry Tremblay. J'aime ça quand on va dans le même sens que moi. Quoi que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein? Mais c'est pour dire. Lynn Marjolaine qui dit que l'Orangerie, ça jette par terre. Pas encore lu le deuxième mari, mais tu me donnes envie. Tu vas adorer ça. Pascal qui dit que les romans de Larry Tremblay sont très forts. Tout à fait. Tout à fait. Donc, à lire absolument du Larry Tremblay. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous suggérer? J'ai envie de vous parler d'une belle histoire d'amour. Ça me tente. Connaissez-vous ça? Un amour exemplaire de Florence Sestac, j'espère que je le dis bien, et Daniel Pénac, qui a été publié chez Dargaud. Ouh! Attendez! Je suis capable? Ouais! Je m'en viens bonne. Une BD. Et oui. Puis, en fait, j'ai eu envie de lire cette BD-là. J'aime ça lire des BD, là, mais celle-là, elle a attiré mon attention, pas à cause d'un amour exemplaire.
Mais à cause de Daniel Pénac, que j'aime. Donc, je me suis dit, ah, il a fait une BD, je savais pas. C'est quand même quelque chose qui est sorti il y a quelques années, là. C'est pas une nouveauté. Il y a des chances que vos libraires les aient pas nécessairement en stock, mais demandez-le, c'est encore disponible, soyez patient. Donc, un amour exemplaire, c'est Daniel Pénac et Florence Sestac qui sont attablés à un bistrot et ils discutent ensemble. Et Daniel raconte une histoire à Florence pour qu'elle la dessine. Donc, il fait une proposition, en fait, pour qu'elle fasse une BD. Donc, on est vraiment dans la BD et dans le processus. C'est quand même assez chouette. Et, dans le fond, il raconte l'histoire et les gens qui sont dans le restaurant interviennent dans le cours de l'histoire, finalement. Ils vont poser des questions, ils vont demander des choses, peu importe. Donc, on a vraiment l'histoire et en arrière de l'histoire. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est un amour exemplaire? En fait, c'est Daniel qui a rencontré un couple quand il était jeune, qui s'est lié d'amitié avec eux, et c'était dans un village, et c'était un couple qui faisait l'objet de beaucoup de rumeurs parce qu'il n'y avait pas d'enfants et parce qu'ils ne travaillaient pas. Donc, il y avait plein de rumeurs sur eux. Et lui, dans le fond, il s'est intéressé à ces gens-là. Il a appris à les connaître. Et en fait, c'était des gens qui se suffisaient à eux deux et qui voulaient vraiment... qui passaient leur vie à lire. En fait, eux autres, la lecture, c'était au centre de leur vie. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir d'enfants ou peu importe. Il n'y avait pas besoin de travailler pour des raisons que vous comprendrez en lisant Un amour exemplaire. Mais leur vie, elle tourne vraiment autour des livres. C'est vraiment très intéressant. Puis Daniel Pénac, c'est sûr qu'il a fait un paquet de découvertes avec ces gens-là aussi. Donc, c'est une belle histoire qui est pas conventionnelle. Pas nécessairement une histoire que je veux vivre, là. C'est pas nécessairement ça, mais une histoire qui est vraiment inspirante. Puis ça nous fait réfléchir aussi sur les jugements des fois qu'on peut porter sur certaines personnes qui vivent différents de nous. Quand même, hein? C'est sûr que des gens qui décident, surtout dans un village comme ça, assez conservateur, il y a quelques décennies, de ne pas avoir d'enfants. T'sais, en 2020, ne pas avoir d'enfants, c'est pas facile, quand même. Donc, imaginez, mettons, il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, ça devait pas être joyeux non plus de s'affirmer comme couple ne voulant pas d'enfants. Puis le fait aussi qu'ils travaillaient pas, ben c'est ça. C'est comment ils faisaient pour gagner leur vie, vous le saurez. Mais c'est ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment inspirant. Ils sont beaucoup dans le être plutôt que dans le paraître. Ça aurait été facile de sauver les apparences. C'est pas ce qu'ils font. Ils sont vraiment très... c'est ça, sont très cohérents qu'est-ce qu'ils veulent être. Puis j'ai vraiment été bouleversée par la fin, que je vous raconterai pas non plus. Mais c'est vraiment super bon. J'ai cette BD-là depuis peut-être 3-4 ans. C'est pas prévu que je la donne, parce que je l'aime, elle me fait du bien. Donc, Un amour exemplaire de Florence Sestac et Daniel Pénac chez Dargo. Une super BD. Ah, puis une affaire aussi avant de vous de laisser ce livre-là. Florence Sestac est reconnue pour dessiner des gros nez à ses personnages, puis elle reçoit beaucoup de commentaires négatifs là-dessus, et elle en rit dans ce livre-là, en fait. Elle dit qu'elle ne changera pas sa façon de dessiner des nez, qu'elle a toujours fait comme ça, donc c'est vraiment le fun. Je vais vous montrer un peu un exemple de nez. T'sais, en fait, on voit quand même... là, c'est ça, c'est eux quand ils se rencontrent, là. Vraiment quand ils s'en vont manger ensemble. Donc, on voit quand même qu'ils ont des nez qui sont pas nécessairement représentatifs de la réalité. Parce que tout le monde a des gros nez là-dedans. Et ceux qui ont des gros nez dans la vraie vie ont de très gros nez dans ces dessins. Donc, c'est vraiment chouette. Tu sais, mettons, je vais vous en montrer d'autres un peu, là. C'est ça, on le voit quand même que, c'est ça, on s'entend que le nez est quasiment aussi gros que le visage, là. Fait que, non, c'est ça fait quand même des gros nez. Mais ça, c'est chouette de voir l'histoire à travers la façon qu'elle est racontée. En tout cas, j'aime bien ça. C'est... Ouais, super livre.
Donc, Un amour exemplaire, Florence Sestac, Daniel Pénac, chez Dargaud. Et je vais lire vos messages. Ah, Pascal, je pense que je l'avais déjà fait lire, Un amour exemplaire. Tu sauras me le dire, mais il me semble que je l'avais déjà fait lire. Donc, Pascal qui dit que Pénac et Sestac, wow, qui aime beaucoup. Pascal qui... Un autre Pascal, il y a plus de Pascal. Donc, Pascal qui dit « J'adore Pénac, c'est sa deuxième BD, le cri la débauche avec Tardy. » Ah, je savais pas. Ben, je vais regarder ça. Donc, il a réécrit un autre BD. À suivre. Non, Célia, ce n'est pas les héritiers de la fortune de Rockefeller. C'est pas le cas. Mais tu vas découvrir quand tu vas lire. Je peux pas tout te dire, là. Donc, André qui dit merci. Valérie Lessard qui demande par curiosité, as-tu eu le temps de lire, la chance de lire La loi du rêveur de Pénac? Non. J'ai pas eu le temps de le lire. Je l'ai chez moi. Donc, ça pourrait être une de mes missions prochainement de le lire, de le prioriser pour vous en parler. Je l'ai pas lu encore. Puis, comme la librairie est fermée depuis longtemps, puis j'ai pas eu beaucoup de contact avec des clients, il n'y a pas grand monde qui me sont revenus par rapport à leur lecture de ce livre-là. C'est que je peux même pas vous en parler. Mais je l'ai. Éventuellement, ça viendra. Toi, Valérie, est-ce que tu l'as lu, La loi du rêveur? Tu peux peut-être nous en parler un peu si tu l'as lu. Oui, Pascal. Un des Pascal. En fait, le Pascal. Il y a le Pascal et il y a la Pascal. Donc, le Pascal dit que j'avais déjà prêté Un amour exemplaire. Peut-être que je le garde, mais je suis capable de le prêter quand même. C'est pas tous les livres que je peux prêter. André qui dit que c'est chez Gallimard l'autre BD. Je vais vraiment surveiller ça. Merci. C'est le fun que vous me recommandiez des livres aussi. C'est vraiment important pour moi qu'on fasse un échange, puis que ça soit pas juste moi qui recommande des choses. J'aime ça être alimentée, moi aussi. J'aime ça être nourrie, être conseillée. Je connais vraiment pas tout. La preuve. Je savais pas qu'il avait écrit un autre BD. Donc, c'est ça. Fait que merci beaucoup. Autre chose. Hey, je viens de réaliser que moi, j'ai pas pris de gorgée. Personne me l'a dit. Ça fait quasiment une demi-heure. Où êtes-vous, ceux qui sont censés me dire de prendre une gorgée? Où êtes-vous? Il y a une chance que je suis là. Une petite gorgée de thé au caramel. Ah, ok. Valérie a dit qu'il est dans son panier sur leslibraires.ca, puis qu'elle va nous en reparler éventuellement de La loi du rêveur. Donc oui, en effet, c'est une bonne option pour acheter vos livres en ce moment, la meilleure option, d'aller sur leslibraires.ca, puis vous pouvez choisir votre librairie qui va traiter votre commande, qui va vous l'envoyer. Il y a des frais, il y a quand même des délais de livraison qui peuvent être un peu plus longs que d'habitude. C'est pas de notre faute à nous, c'est pas de la faute des libraires. C'est de la faute, puis la faute étant relatif, de Post Canada, parce que on n'est pas les seuls à vendre en ligne. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même les délais sont un peu plus longs que d'habitude, parce que c'est ça, il y a plus de colis à traiter, hein. Je vous apprends rien, donc c'est ça, mais ça vaut la peine de commander. C'est la meilleure option pour vous acheter des livres. Ça vous tente. Ceci dit, je rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. Mon but, c'est vraiment pas de vous vendre des livres. Donc, j'ai aucun intérêt, en fait, à vous vendre ou pas vous vendre des livres. Donc, si ça vous intéresse d'en acheter, achetez-en. Idéalement sur libraire.ca, parce que c'est l'option la plus gentille pour acheter ces livres. Mais sinon, vous pouvez les emprunter, vous pouvez faire n'importe quoi, là, j'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est ça, mon but, c'est vraiment pas de vous vendre des livres. Puis même en librairie, mon but, c'est pas de vous vendre des livres, c'est de vous conseiller. Je suis pas payée à commission. Personne n'est payé à commission dans le milieu du livre. Donc, en tout cas, dans le milieu des librairies. Je dis ça comme ça, dans le milieu des librairies, personne n'est payé à commission, donc vous pouvez faire confiance à vos libraires sans problème. Voilà. Donc, oui, Isabelle a dit que des fois les libraires se déplacent pour faire la livraison. C'est vrai, il y a des librairies qui le font.
qui vont, comme Le Guignol à Montréal, ils font la livraison à vélo. Il y en a d'autres qui vont le faire en auto ou à pied. Pour notre part, à nous, à la librairie Pantoute, on le fait pas pour l'instant. On a un très grand volume de commandes. Donc, nous, on les traite et on les envoie, même si c'est très près de nous, parce que on n'a pas la chance pour l'instant de venir les porter, ou peu importe, mais ça fait partie un peu de la réflexion. Peut-être qu'éventuellement, on va le faire. Peut-être moi, peut-être pas. Mais c'est ça, c'est qu'il y a toutes sortes de façons, en fait, pour recevoir les livres, parce qu'en effet, il y a des librairies qui peuvent se permettre de faire la route puis d'aller porter les livres. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Puis c'est une façon d'économiser aussi sur les frais de livraison, forcément. Mais encore faut-il avoir le temps puis avoir le personnel pour le faire. Donc, c'est ça. Mais oui, en effet, ça peut être très chouette qu'un libraire vienne vous le porter à la maison. André qui dit que je le fais tellement bien, je sais pas ce que je fais de bien, mais merci. L'option, c'est Annika. Ben oui, mais c'est vraiment ce que je pense. Pour moi, c'est la meilleure option là, pour acheter ses livres, leslibraires.ca. Donc, à part ça, pour ceux qui écrivent parmi vous ou qui veulent écrire, j'ai une petite suggestion ici que vous ne trouverez peut-être pas sur leslibraires.ca parce que c'est de l'auto-édition. Oui, il y a de l'auto-édition qui est vraiment très intéressante. Je sais que des fois, il y a des gens qui ont des préjugés sur l'auto-édition, mais il y en a de la bonne. Il y a un party de réaction, je sais pas trop pourquoi un party de réaction sur... Vous pouvez faire tout le temps des petits émoticônes, puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas s'il y a un délai ou peu importe, mais il y a comme eu un party tout d'un coup. En tout cas, merci de réagir. Mais ça, comme je disais la semaine passée, je pense qu'il y a un petit délai de quelques secondes. Donc, comment écrire plus? C'est un livre qui a été écrit par Dominique Bellavance, qui est un auteur quand même qui a écrit plusieurs romans au fil des années. Ça fait une quinzaine d'années qu'il est dans le milieu facilement. Et ça, c'est un projet qu'il a fait en auto-édition. Il y a certains livres qui sont publiés aussi chez des éditeurs reconnus, là. Donc, ce livre-là, il l'a vraiment fait pour présenter ses trucs. Dominique Bellavance, il tient un blog depuis vraiment plusieurs années. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu dans le temps, jadis naguère, quand j'avais un autre blog. Je parle de ça, c'est comme début des années 2000, dans le temps que c'était pas à la mode d'avoir un blog. Donc, Dominique, il partage c'est ça, dans le fond, c'est toutes ces bonnes pratiques, tous ces trucs d'auteur. Et là, dans ce livre-là, il les a vraiment recensés tous ensemble. C'est une cinquantaine de conseils, en fait, qu'il donne là-dedans. C'est vraiment très intéressant. C'est un livre dont il m'a parlé quand même quelques fois pendant le processus avant qu'il soit publié. J'ai vu l'évolution un peu de son livre sans le lire, mais il m'en a quand même parlé quelques fois. J'ai eu la chance de le recevoir 2 fois, entre autres, pour de très longues entrevues à la radio. Donc, c'est sûr qu'il nous en a parlé quand même pas mal. Donc, c'est différents trucs d'écriture et c'est des trucs qu'on voit pas habituellement. Là, c'est sûr que je pourrais vous en parler vraiment longtemps parce qu'il y en a quand même 50, plus 2 conseils très mauvais qu'il dit sur la couverture. Ouh! 2 conseils très mauvais. Moi, j'en ai compté un 3e très mauvais. Juste ça comme ça. Fait que dans le fond, c'est comme s'il y avait 53 trucs là-dedans, finalement. C'est ça, dans le fond, il y a différents trucs. Un qui va donner, entre autres, c'est de passer ses personnages en entrevue. Vous avez sûrement déjà entendu des auteurs dire « Ah, mes personnages me parlent, mes personnages veulent ci », comme s'il y avait vraiment une vie indépendante puis qui existait. En fait, ce que Dominique dit, c'est passer ses personnages en entrevue, donc pour voir leur motivation, pour voir comment ils sont, comment ils réagissent, pour que les personnages soient les plus crédibles possibles. Ça fait drôle un peu quand on parle comme ça, mais en même temps, c'est ça, les auteurs, c'est des drôles de bébites, des fois. Fait que ça fait partie des trucs qu'il va donner. Il va nous parler aussi de logiciels pour écrire. Lui, c'est ça, il va nous parler de qu'est-ce qu'il utilise.
Il va nous parler de fiches de personnages, aussi de comment trouver des idées. Il va nous parler de faire un premier jet, de comment corriger, dans le fond, faire la réécriture. Vraiment, c'est très, très, très varié. Il va nous parler aussi de bêta-lecteurs. Donc ça, en fait, c'est des lecteurs qui vont lire le manuscrit avant qu'il soit envoyé à la maison d'édition, par exemple, pour donner des commentaires. C'est le genre de choses que je fais pas souvent, personnellement, de lire des livres avant qu'ils sortent, parce que je suis un bon public, puis j'aime ça vraiment lire les livres, puis quand ils sont finis, mais des fois je le fais pour certains amis. Mais ça, mais dans le fond, il nous donne des conseils pour, justement, qu'on sélectionne une bonne personne qui va vraiment pouvoir nous aider pour vrai dans ce processus-là d'écriture. Le conseil le plus important qu'il donne, peut-être que vous l'avez deviné, c'est d'écrire. L'affaire la plus importante quand on veut écrire, c'est d'écrire, tout simplement. Donc, il faut le faire. Puis, faut pas avoir peur de le faire et de se tromper. Il faut juste le faire. Puis, il aura travaillé ses textes. Il n'y a pas personne qui écrit un roman d'un coup. Il n'y a pas un auteur qui est possédé par un esprit qui l'aide à taper des textes extraordinaires, là. Il y a énormément de travail. En fait, l'écriture, c'est une petite partie, finalement. C'est la réécriture qui est plus compliquée. Donc, ça, il me donne plein de conseils comme ça. Puis, je vous montre aussi quelque chose que j'avais trouvé intéressant dans son livre. En arrière, dans le fond, sa première phrase, parce qu'une heure peut contenir 90 minutes d'écriture. Donc, comment maximiser son temps d'écriture pour que ça vaille vraiment la peine. Donc, une heure qui contient 90 minutes, très intéressant. Donc, ouais, vraiment, je vous le recommande que vous soyez des auteurs vraiment confirmés ou pas. C'est vraiment intéressant. Des fois, ça peut vous donner une petite motivation aussi pour essayer d'écrire. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par le contexte, qui ont envie d'écrire. Personnellement, je vous conseille pas nécessairement d'essayer de publier un roman sur le confinement parce que ça fait un peu peur pour la prochaine rentrée littéraire. Mais d'écrire sur le confinement, ça vous inspire pour vous, ça peut être super intéressant. Sinon, ça peut être intéressant pour d'autres peut-être, mais moi personnellement, je pense que j'aurais pas envie de lire sur le confinement quand il va être terminé, mais ça c'est moi. Mais bref, de toute façon, vous écrivez pas pour moi, écrivez pour vous. Faites-le, ça vous intéresse de le faire, jugez-vous pas, mais c'est un super accompagnement. C'est un livre comme j'en ai jamais vu d'autres livres qui ressemblaient à ça avec ce genre de conseils-là, de cette façon-là. Donc, je rappelle Comment écrire plus de Dominique Bellavance. C'est disponible sur son site internet. En fait, dominique.bellavance.com, j'imagine. Dominique, peut-être que si t'es là, tu peux me corriger. Donc, ouais, hey, c'est vraiment ça, je l'ai. dominiquebellavance.com. Voilà! Donc, c'est ça qu'il y a de l'air, Dominique. Donc, c'est ça, je vous recommande la lecture de ce livre-là, que j'ai vraiment apprécié. Très inspirante lecture. Hey, vous m'écrivez encore? Ah, André qui dit que je suis de bons conseils. Oh! Merci André. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé de livres ensemble, en personne, en plus. Ça me manque. Donc, Pascal qui vient de taguer Dominique, parce que je parle de lui. Ça va-tu dérouler, cette affaire-là? Isabelle, contente d'avoir ton avis sur ce livre qui m'intrigue depuis sa sortie. Oui, vraiment, ça vaut la peine de l'expérimenter. J'ai hâte que tu m'en parles, Isabelle, que tu le lises puis qu'on s'en parle. C'est quoi que tu me dis, René? Je comprends pas. Sam? En tout cas, je sais pas. Peut-être que tu peux préciser. Il y a comme juste 3 lettres. Je sais pas trop ce que tu veux dire, René, mais bonjour. Donc, à part ça, de quoi je pourrais bien vous parler? Ça fait combien de temps? 40 minutes qu'on est ensemble. Bientôt, je vais vous faire une petite lecture. Mais avant ça, j'aimerais ça vous présenter un autre livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il y a quand même quelques mois. Mais que c'est ça, quand je regardais dans mes piles, dans mes bibliothèques, je me disais que j'avais vraiment envie de vous présenter ce livre-là. Ça s'appelle Les Bleeds de Dimitri Nasrallah.
chez La Peuplade. Ouh! Attendez, comme ça. Donc, c'est le côté. Ah, je vais aller voir, excusez. Ça m'intéresse, ce livre, belle suggestion. Ok, c'est ça que tu voulais dire, René, merci. Donc, Isabelle qui va me parler de comment écrire plus quand elle l'aura lu. Ok, je suis là. Donc, multitâche. Donc, les bleeds, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une traduction qui a été, premièrement, je vais le dire, c'est Daniel Grenier qui a fait la traduction de ce livre-là. L'auteur, si je ne me trompe pas, habite à Montréal, mais ça, il est écrit en anglais puis il est traduit en français après. Donc, les bleeds, qu'est-ce que ça raconte? Encore une fois, c'est drôle parce que je pensais pas savoir une thématique, mais on est encore dans un pays imaginaire. On sait pas où est-ce que c'est, mais on pourrait deviner où ça pourrait être. Et là, en fait, on suit en alternance 2 dictateurs. En fait, c'est une lignée familiale de dictateurs. Il y a eu le grand-père qui a fondé ce pays-là, qui est décédé. Dans le fond, c'est vraiment le sauveur, tu sais, vraiment super respecté, super adoré, la grosse affaire. Après ça, il y a eu le père, dans le fond, qui est le fils du grand-père. On suit. Donc, lui, c'est vraiment un dictateur qui a été là pendant une vingtaine d'années et il veut pas lâcher le pouvoir. Là, il a plus la santé, il devrait plus vraiment se prononcer, il a laissé tomber le pouvoir en apparence. C'est ce qu'on pense, c'est ce que les citoyens pensent. Ils pensent que c'est son fils qui est rendu le président, mais en fait, il tire encore beaucoup les ficelles par en arrière. Et il y a le fils, en fait, qui ne tente pas pantoute de s'occuper d'un pays, puis qui a juste envie de faire la fête, puis tout ça, puis pourtant, quand même, il a 37 ans, là. 37 ans, c'est pas vieux. Non, c'est mon âge, donc c'est pas vieux, 37 ans, mais c'est quand même plus l'âge de faire juste des parties, on s'entend. Et lui, c'est vraiment quelqu'un comme ça, qui est pas sérieux. Puis dans le fond, ça, la population se sent un peu abandonnée aussi, pas en sécurité avec quelqu'un comme ça. Donc dans le livre, où est-ce que vous pouvez voir qu'il y a plein d'affaires que j'ai mis là-dedans, plein de citations que j'ai mis des petits stickers. En fait, c'est un chapitre, on va suivre le père. Un chapitre, on va suivre le fils. Donc, on va vraiment voir leurs 2 points de vue, finalement, dans cette histoire-là, comment ça se passe. On se rend compte qu'il y a beaucoup de nuances de gris. C'est pas aussi clair que ça a de l'air, la situation. Et c'est aussi en alternance avec des articles de blog. Donc, il y a, dans le fond, une blogueuse, si je me trompe pas, qui écrit et qui risque sa vie, finalement, en écrivant des choses sur le régime. Et il y a aussi des articles de journaux, où est-ce que là aussi, quand même, c'est une prise de position qui est pas facile, nécessairement, tout le temps. Mais c'est ça, puis tu sais, les journaux, des fois, dans des pays comme ça appartient pas mal au président, qui dans ce cas-là est un dictateur. Donc, c'est sûr que des fois, ils sont obligés de dire certaines choses, mais en même temps, il y a des gens qui aimeraient ça que c'est d'autres choses qui se fassent, tu sais, qui se disent. Ils aimeraient ça aller un peu plus vers la vérité. Donc, c'est très bien fait. Et les articles de blog et les articles de journaux ont été traduits et réécrits. Parce qu'en fond, la traduction, c'est pas mot à mot. Hein. Tu sais, juste pour vous dire, la traduction, en fait, il y a quand même un travail de réécriture après pour rendre ce que l'auteur avait comme intention puis comme style, mais il y a quand même un travail de réécriture. Et dans ce cas-là, en fait, le travail a été fait par Frédéric Lavoie, qui est un grand journaliste que j'admire beaucoup, dont je vous reparlerai éventuellement, parce qu'il y a plusieurs de ses livres que je recommande chaudement. Et dans le fond, lui, il aurait travaillé là-dessus parce que si je me trompe pas, c'est dans le livre de Rimouski qui avait parlé de ça. Frédéric puis Daniel, ils étaient là-bas pour parler de traduction. Puis en fait, Daniel, ce qu'il disait, si mon souvenir est bon, c'est que il était pas nécessairement à l'aise de faire de la traduction pour quelque chose aussi journalistique. Et que Frédéric, dans le fond, lui avait la connaissance. Puis surtout que c'est un journaliste qui fait de l'international, donc il est plus à l'aise finalement pour vraiment bien rendre ce qui peut se passer dans un pays comme ça. Donc, ils ont travaillé ensemble, en fait, sur ces articles-là.
Je vous montre un peu que ça a de l'air à l'intérieur. En fait, les articles de journaux sont comme ça. Tu sais, dans le sens, ça change un peu la page. La page est un peu différente d'à côté. Je sais pas si vous voyez. Fait que ça, c'est un peu différent. On va voir différentes choses. Ce que j'aime aussi là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'humour noir. Euh, Par exemple, le père va se confier à un moment donné sur le fait que il nous donne des conseils à nous, genre, vous devriez pas, faites pas comme moi, achetez pas, genre, un avion à votre fils, blablabla. Tu sais, comme ça nous faisait partie de notre réalité à nous. C'est vraiment drôle, toutes les petites pointes d'humour. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça. Comme je disais, j'ai plusieurs citations, vraiment que j'ai notées au fil du temps. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, c'est très agréable à lire, puis c'est le fun de voir les deux points de vue, dans le fond, père et fils, mais de voir aussi comment c'est perçu par un blog, par un journal, ça nous donne différentes perspectives. Puis c'est ça, au fil du temps, dans notre lecture, notre perception change. J'aime ça quand on me fait évoluer comme lecture un peu comme ça. Donc, je le recommande chaudement. Les Bleeds de Dimitri Nasrallah, traduit par Daniel Grenier, chez La Peuplade. Et je vais voir vos commentaires. Ah, Célia qui me dit de boire. Merci! J'écoute, hein, quand même. Je suis une bonne élève. Donc, une petite gorgée de thé au caramel. Oui, Isabelle, mais oui, je viens de la prendre ma gorgée. Célia qui dit ça doit être très sympathique les soupers de famille avec toute une lignée de dictateurs comme ça. Pff, ouais, en tout cas. Surtout en plus c'est des dictateurs qui n'ont pas nécessairement la même vision de leur pays là. Ouais, ça devrait être quelque chose. Ah, Dominique est là. Ah, Annika qui apprécie l'anecdote sur Frédéric et Daniel. Frédéric Lavoie m'impressionne tellement. Un très bon journaliste et auteur, selon René Cochot. Oui, vraiment. Vraiment. Un super humain. Vraiment. Très cool. Je l'aime beaucoup. Des fois, peut-être que vous l'entendez, Frédéric Lavoie, il collabore beaucoup. C'est un journaliste indépendant, donc il va intervenir dans différents médias. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup l'Inde, entre autres. Il connaît d'autres pays aussi. Il a fait un livre qui s'appelle Ukraine à fragmentation, que j'ai adoré. Je l'ai pas avec moi, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Parce que c'est ça. Mais en fait, dans Ukraine à fragmentation, Frédéric Lavoie explique qu'il y a un enfant de 4 ans. C'est quoi la guerre en Ukraine? En fond, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, il parle d'un enfant de 4 ans, un enfant de 4 ans qui a été tué. Vraiment qui est une victime collatérale, c'est un peu comme ça qu'ils le disent là. Dans les statistiques, en fait, un enfant qui a été touché par quelque chose qui devait pas le toucher, il en est décédé, donc il revient sur, dans le fond, c'est ça, toute la situation, qu'est-ce qui a mené à ce conflit-là, en fait, en Ukraine. C'est très bien expliqué, puis en fait, même il va dire une fois de temps en temps, je le sais que pour toi, c'est pas évident de comprendre ça, tu sais, du haut de tes 4 ans, mais tu sais, nous, à notre âge, non plus, on comprend pas tout, mais grâce à Frédéric, on comprend quand même un peu mieux. C'est très littéraire aussi, c'est pas un long article de journal, là. Il y a une façon d'écrire, d'expliquer les choses qui est vraiment très intéressante. Il y a une belle sensibilité, en fait. Ouais. Fait que Ukraine à fragmentation. C'est aussi chez La Peuplade de Frédéric Lavoie. Frédéric C.K., soit dit en passant, peut-être si vous cherchez sur les internets. Donc, voilà. OK. Autre chose. OK, je vais vous lire du Étincelle, là, franchement, hein, avant que j'oublie. Ça fait déjà 50 minutes que je suis en ligne. Fait que, il serait temps que je fasse une petite lecture. La semaine passée, on en a parlé. On a parlé de Michel Plomer. Je vous ai parlé la semaine dernière d'Habiller le cœur, qui est son livre le plus récent. Et je vous ai dit surtout que j'ai eu à lire, à mon grand bonheur,
tous les livres de Michel Plomer en février. Ouais, ça, fin janvier, début février, j'ai eu à lire tous ses livres parce que j'ai fait 2 entrevues avec elle, 2 animations en fait, dans le temps, jadis, dans le temps qu'on pouvait faire ça, dans un centre pour personnes âgées, puis dans un centre de jour aussi qui est affilié avec un CLSC. Donc, on s'est promené pendant une journée et on parlait de ses livres et de ses coups de cœur littéraires et de plein de choses comme ça. Donc, j'ai fait 2 activités avec elle et je l'ai lu avec grand bonheur. Elle manquait vraiment ma culture. Ça faisait des années qu'elle était sur ma liste et que j'avais pas encore lu jamais de Michel Plomer. Mais là, maintenant, je suis pas pire à jour, quand même. Donc, la semaine passée, j'ai parlé de la vieille le cœur. Il y a quelqu'un qui a mentionné, je ne me trompe pas, c'est Annika, qui a mentionné Étincelle aussi, qui était vraiment super bon. Et je disais que l'ensemble de l'œuvre de Michel Plomer est intéressante et qu'à la limite, j'aurais même pu faire un spécial Michel Plomer pour un live. Là. Il y a vraiment plein de choses à dire sur elle puis sur ce qu'elle écrit. Et en fait, dans Étincelle, c'est un roman qui est basé sur une histoire vraie. En fait, c'est basé sur une histoire qu'elle a vraiment vécue. Puis là, je vous donnerai pas le punch, hein, mais je vais vous dire, parce qu'on sait dès le départ quand même, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est ça, vous allez voir quand même comment ça va évoluer la situation. Michel Plomer, elle habitait longtemps en Chine, et là, elle nous parle en fait, c'est dans le temps qu'elle était en Chine, elle écrit ce livre-là quand elle était revenue au Québec. Et Michel Plomer, elle s'était faite une amie à l'université où elle travaillait, où elle enseignait, une amie qui s'appelle Song. Et elle avait un souper de prévu avec cette amie-là pour l'anniversaire de Michel. Donc son amie, elle lui dit, je vais te cuisiner quelque chose, puis ça, tu viendras chez moi. Et en Chine, les gens cuisinent pas nécessairement beaucoup à la maison. Souvent, ils vont aller prendre un petit quelque chose dans la rue, un petit restaurant, puis tout ça, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et là, vraiment, elle voulait prendre le temps de cuisiner pour Michel pour son anniversaire. Et Michel était dans une nouvelle relation amoureuse, vraiment les débuts. Et dans le fond, son nouveau chum, il lui dit qu'il aimerait ça la voir ce soir-là, où est-ce qu'elle avait un souper de privé avec son ami. Et là, Michel, elle appelle son ami Song, elle dit « Ouais, il aimerait ça me voir. » Puis ça, tu sais, quand c'est les débuts, des fois, on est un peu moins confiant, puis on a envie de se voir beaucoup. Donc, puis là, Song, elle dit « Ben, je comprends tout à fait, là, on se reprendra demain, il n'y a pas de problème, tu sais. » Et là, Song, elle se dit « Ben, en même temps, la nourriture, je veux pas qu'elle se perde, donc je vais la cuisiner. » Et c'est la première fois que Song avait à cuisiner dans son nouvel appartement. Et il est arrivé un accident. En fait, elle a été brûlée sur une très grande surface de son corps parce qu'il y a eu une explosion, en fait, de gaz. Et là, on est en Chine. Dans le fond, Song, elle habite dans un appartement qui est fourni par l'université. Avec le régime chinois, l'université, le boss de l'université, c'est pas mal le président du pays. Tu sais, mettons que c'est pas nécessairement évident de faire valoir ses droits. Donc, l'université se sent pas très responsable de l'accident qui est arrivé et sont pas très aidants pour Song qui aimerait ça s'en remettre. Quand même, qui va avoir besoin de beaucoup de traitements. Et dans le fond, Michel nous présente la force de caractère de Song, qui s'en sort, puis il se parle encore, tout va bien. Donc, elle nous parle de Song, qui, dans le processus pour s'en sortir de cette situation-là, les parents de Song qui vont l'accompagner et la défendre et tout ça, Michel, qui va être à ses côtés dans cette situation-là, mais aussi la culpabilité de Michel, qui n'était pas là à ce souper-là, ce soir-là. Donc, elle se sent mal de ne pas avoir été là, mais en même temps, si elle avait été là, elle n'aurait pas empêché l'accident. Est-ce qu'elle aurait brûlé elle aussi? Est-ce que c'est ça, dans le fond? Est-ce qu'elle aurait dû brûler elle aussi? Non. Tu sais? Mais ça, il y a plein de réflexions qui passent dans la tête et tout ça, donc elle nous amène là-dedans. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant comme situation. Puis comme je disais, il y a vraiment tout le côté aussi politique
qui s'invite dans la situation juste pour la complexifier davantage. Et là, je vous lis un passage un peu au hasard. Je savais pas quoi choisir comme passage. On va voir si ça va être bon, mais on va voir si je vais bien le lire. J'ai pas rien pratiqué avant. Je vais vous lire un petit passage d'Étincelle. Vous allez voir la plume de Michel Plomer. Un peu, ça va peut-être vous donner envie de le lire. Là, je vais aller voir s'il y a des commentaires. Oui, c'est Léa qui dit que c'est effrayant comme histoire. Oui, tout à fait. C'est bouleversant de cuisiner pour la première fois, puis que le gaz, finalement, qui fait en sorte que ça brûle sur ton corps comme ça. Imaginez à quel point ça doit être douloureux. Puis tout aussi l'apprentissage de ton nouveau corps. Finalement, le corps est différent, là. Forcément, il a été brûlé. Oh, en tout cas, ouais, c'est vraiment épouvantable. En même temps, c'est pas une histoire qui va nous déprimer. Au contraire, c'est très lumineux. Parce qu'il y a vraiment... C'est une ode à l'amitié. C'est ça qu'elle manquait le souper. Autant l'amitié est vraiment déterminante dans ce roman-là. C'est vraiment, c'est le plus important, c'est l'amitié, définitivement. Donc, ouais, c'est ça, la femme Marie-Philippe a dit qu'elle est chamboulée juste en m'entendant, qu'elle devait sentir tellement mal Michel. Tout à fait, tout à fait. Elle en a fait une œuvre de fiction qui est vraiment très intéressante. Oui, Annika qui dit qu'il n'y a pas un mot de trop là-dedans. C'est vraiment une qualité de Michel Plomer. Elle utilise le nombre de mots parfaits pour expliquer des situations. C'est ça, il n'y a pas... En tout cas, moi, dans mes lectures que j'ai fait depuis... tu sais, dans le fond, vu que j'ai eu à lire les livres de Michel Plomer, pauvre de moi. Non, sérieusement, c'est un bonheur, là. Puis un bonheur aussi de faire les rencontres avec elle, sérieusement. Là. Un bonheur. Dans le temps, on pouvait faire ça en février. Ça nous semble tellement lointain, hein? Dans un sens, la vie a tellement changé. Mais bref, c'est ça, dans le fond, elle a vraiment le bon nombre de mots. Ça arrive des fois que je vais lire des livres, je me dis, il semble que j'aurais enlevé un chapitre. Il semble que j'aurais retiré un personnage. Tu sais, des fois, ça m'arrive pas souvent, là. Puis je dis pas ça parce que je suis meilleure que l'auteur, ou peu importe, c'est vraiment pas ça. Mais des fois, j'ai ce sentiment-là un peu de, c'était-tu nécessaire? Tu sais, je me pose la question, en fait, je réfléchis. Tu sais, puis ça n'enlève rien à personne. Dans les livres de Michel Plomer, j'enlèverai rien. Puis j'en prendrai encore, puis j'espère qu'elle va sortir d'autres livres. J'espère que t'écris Michel, là. Donc, je vais lire un extrait, comme ça. On va au début. Puis dans le fond, je pense... Ouais, c'est ça. Dans le fond, elle va parler de son... Qui c'est cette personne-là, en fait. Elle va nous présenter son. Donc, j'y vais. Ouais. Imaginez une fille si belle qu'elle fait pâlir la clarté du jour. Puis, inspirez profondément et répétez à voix haute. Joie, 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 jusqu'au bout de votre souffle. Votre cœur cognera fort et votre corps vibrera de félicité. Voilà l'effet song. Elle portait ses longs cheveux tressés à des oreilles, d'épaisses lianes qui lui battaient le dos au rythme d'un pas enfantin, que l'âge adulte ne lui avait pas ravi. Une coiffure d'affiches de propagande révolutionnaire. Nous nous donnions souvent rendez-vous à la statue de Confucius vers 23 heures, après la coupure du courant dans les dortoirs des élèves. La sculpture colossale était taillée dans un granit d'une blancheur immaculée qui donnait au pli de sa chasuble, excusez-moi, c'est un mot que c'est la première fois que je prononce de vive voix, chasuble, des airs d'étendues neigeuses ondulées par le vent. Les statues de l'inimitable philosophe le représentent toujours les mains croisées devant la poitrine, symbole du plus grand respect. La nôtre s'élevait en plein centre du campus. Tous les chemins y convergeaient comme des rayons autour d'un soleil. La nuit, les insomniaques, les fumeurs à la chaîne, les masturbateurs et les amants illicites préféraient des coins plus discrets. Nous étions donc tranquilles.
Song s'assoyait sur l'un des pieds de pierre et sortait de son fourre-tout 2 cuillères et un pot de miel de pivoine, que sa mère lui envoyait de leur village. Ce nectar tonifiait le yin et protégeait de la pollution létale de la ville. Enveloppés par l'obscurité et le chant des criquets, nous parlions durant des heures. Donc, c'est de l'amitié. Puis ça, c'est un extrait que j'ai pris un peu au hasard. Tantôt, j'ai essayé, avant que le live commence officiellement, avant que vous arriviez, j'essaie de retrouver le moment où est-ce que, justement, elle explique quand Song a cuisiné et que c'est arrivé. Donc, je voulais trouver cet exemple-là, mais je le trouve plus dans les débuts. C'est que je me prendrai plus mieux la prochaine fois. Mais c'est tout le temps super beau ce qu'elle écrit. Puis ça, c'est vraiment un hommage à l'amitié. Vraiment, l'amitié qui est donc bien importante. René dit que Michel est une belle âme, tout à fait. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette personne-là que j'ai rencontré. Puis là, tantôt, je sais, j'ai dit que un auteur était vraiment gentil. Une auteure était vraiment gentille. Si je le dis, c'est parce que je le pense. Sinon, je le dirais pas. Puis sinon, je dirais rien, en fait. Puis si je dis rien, ça veut pas dire que j'aime pas la personne, hein, quand même, soyons clairs. Mais il y a des gens qui sont vraiment des personnes exceptionnelles dans le milieu, puis il faut le dire. Michel en est une. C'est vraiment une personne super, une personne que j'ai rencontrée pour la première fois en février, cette journée-là, ce matin-là, en fait, qu'on devait faire 2 activités ensemble. Puis c'est comme je la connaissais depuis longtemps, en fait. Tu sais, c'était vraiment quelqu'un qui était très facile d'approche. Puis dans sa lecture, c'est ça, on la sent très généreuse dans ses livres aussi. Vraiment, je trouve ça très cohérent avec la personne qu'elle est, en fait. Donc, d'après moi, ça doit être une personne qui croit beaucoup à l'amitié aussi. C'est pas juste dans son livre. C'est pas de la fiction. C'est la vraie vie, c'est ses vraies valeurs. Donc, oui. C'est ça. Que c'est beau, Isabelle. Ouais, Pascal dit que c'est magnifique. Donc, oui, c'est ça. Puis c'est beau tout le long. Là. Comme je dis, là, j'ai poigné une page un peu au hasard. Mais j'aurais vraiment aimé ça. Vous trouver l'endroit où est-ce qu'elle explique à quel point, comment elle préparait les choses. Mais je pense que c'est plus loin dans le livre. Je vous lirai la semaine prochaine, OK? On va trouver ça. Donc, on rappelle Étincelle de Michel Plomer chez Marchand de Feuilles. Puis en fait, tous les livres de Michel Plomer, allez-y. C'est lâchez-vous lousse, là, peu importe le livre de Michel Plomer, ils sont tous bons et tous différents, mais tous bons. Hey, 1h03 déjà. On bat un record. L'autre fois, j'avais fait 2 minutes, 1h02 quelque chose. Je vous parle-tu d'un dernier livre? Un dernier livre, ouais. Ça vous tente-tu? Ouais, je vais vous présenter ce livre-là. Que reste-t-il de nos voyages de Marie-Julie Gagnon chez les éditions de l'Homme? Donc, si vous voulez que je vous présente d'autres livres après, manifestez-vous. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va être le dernier. Donc, que reste-t-il de nos voyages? En fait, Marie-Julie Gagnon, c'est une auteure, c'est une grande voyageuse, c'est une journaliste. Elle a débuté à la télé il y a vraiment longtemps. On l'entend souvent à la radio. Elle a écrit plusieurs livres. Et là, en fait, elle se pose la question, qu'est-ce qui reste de nos voyages? Pourquoi voyage-t-on? Qu'est-ce qu'on en retient? Et c'est un livre qui s'adresse autant aux gens qui voyagent puis qui veulent réfléchir à pourquoi ils le font, qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi certaines personnes voyagent. Et là, si je vous parle de ce livre-là aujourd'hui, c'est pas pour tourner le fer dans la plaie que vous pouvez pas partir en voyage en ce moment là. C'est vraiment pas pour ça, c'est que je pense qu'en ce moment, on a une belle période où est-ce qu'on peut réfléchir à pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce que ça nous apporte? On peut vraiment prendre le temps de se poser peut-être, puis de réfléchir à les choses. Donc, elle nous partage différents portraits de personnes, elle va avoir différentes réflexions. C'est un essai. C'est un essai, là. Elle a vraiment documenté les choses. Il va y avoir différents profils de voyageurs.
j'ai lu ça quand même, ça a pris quand même du temps avant que je lise au complet parce que justement je réfléchissais à mon propre rapport au voyage. Euh, Il y a des gens qui voyagent pour la fuite, pour se changer les idées, puis ça, mais il y a des gens aussi qui veulent aller à la rencontre de l'autre. Il n'y a pas de bonne puis de mauvaise raison en fait de voyager. On le fait, mais pourquoi on le fait? On peut se poser la question. Elle ne porte pas de jugement non plus sur les gens qui vont aller tout inclus. Euh, Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, aller dans un tout inclus, mais elle apporte pas le jugement là-dessus. Donc, c'est sans jugement, c'est juste nous ouvrir sur certaines réflexions avec des professionnels du domaine. Donc, elle a vraiment questionné des gens sur pourquoi. C'est qu'est-ce qui reste de nos voyages. Aussi, si j'ai fait un voyage il y a 10 ans, qu'est-ce que j'en retire de ce voyage-là 10 ans plus tard? À quel point ça a transformé des choses pour moi ou pas. Donc, ça nous amène dans plein de réflexions très intéressantes. Ouais, vraiment, ça vaut la peine de lire ça. Puis comme je dis, c'est bon autant pour les gens qui voyagent que les gens qui comprennent pas pourquoi certaines personnes voyagent. En fait, ça devrait être bon pour tout le monde, ce livre-là. Finalement, puis d'avoir des... C'est ça. De prendre le temps de réfléchir, de se poser un peu. Puis Marie-Julie Gagnon est fine, elle aussi. Quand même. C'est pas négligeable. Donc, que reste-t-il de nos voyages aux éditions de l'Homme de Marie-Julie Gagnon? Vos commentaires? Oui, Isabelle a dit qu'elle a aimé ça, le livre de Marie-Julie Gagnon. Un bon thriller, c'est quoi? Je garde le défi pour une prochaine fois. Cardinal, je vais regarder ça pour vous revenir avec une suggestion de thriller québécois. Je garde ça en tête. Catherine Lachance. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on a parlé de livres des Premières Nations la semaine passée, si tu as lu Matsiwin de Marie-Christine Bernard. C'est un livre qui m'a fait du bien. Non, je l'ai jamais lu. Je l'ajoute à ma liste, puis oui, je pourrais lire ça. Mais tu viens de me faire penser, Catherine, que je pourrais vous parler d'un dernier livre. Puis ça faisait partie vraiment de ma pile. Là, c'est ça, il me reste une petite pilette à côté de moi. Je sais pas si vous voyez en arrière, il y a comme une tonne de livres sur un bureau. Ça, dans le fond, c'est comme la pile qui a pas été sélectionnée pour aujourd'hui, mettons, là, qui va être sélectionnée pour les autres fois. Je fais du gros ménage là-dedans, je fais des rotations, puis tout ça, la grosse affaire. Mais aujourd'hui, j'avais quand même choisi des livres qui allaient dans toutes sortes de directions pour avoir un bon éventail, vu que c'est pas des conseils personnalisés que je fais. Hein. Je m'adresse quand même à quelques personnes en même temps, donc c'est pas comme quand j'offre un service en librairie, par exemple. Hey, ça vous tente-tu que j'allume la lumière, peut-être? On va essayer ça. Me voyez-vous mieux comme ça? C'est mieux? Il semble qu'il commençait à faire noir. Le soleil a eu le temps de se depuis qu'on se parle. Donc, c'est ça, mais je vais vous présenter un autre livre. Isabelle qui dit Steve Laflamme. Hey, Steve Laflamme, là. Moi, je peux pas lire ça. Je peux pas vous en parler parce que ça me fait vraiment peur. Ça me semble un peu trop graphique pour moi. Mais oui, Steve Laflamme, j'entends que des bons commentaires sur ses livres, Le chercheur d'âme, entre autres. Donc oui, ça peut être une bonne idée de lire Steve Laflamme si vous cherchez un bon thriller québécois. Pour une prochaine fois, un peu de littérature jeunesse, j'en ai dans ma pile. Ok, on continue encore un peu ensemble, ok? Je vais vous présenter 2 livres jeunesse. Ok, puis sérieusement, au pire aller, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez partir puis réécouter plus tard. Là. On est en train de déborder complètement du 1 heure que j'avais donné au départ. Mais on continue. Ça va bien. Une petite gorgée. Ça fait longtemps qu'on me l'a pas rappelé. On continue encore un peu. Donc, n'importe quoi d'Élise Gravel. En plein un, jeunesse. Donc, c'est le petit cahier noir d'Élise Gravel qui est paru aux 400 coups. Donc, Élise Gravel, auteur que j'ai pas besoin de présenter. On s'entend, là, c'est comme la vedette du livre jeunesse. On l'aime tellement, cette personne-là. Elle est tellement brillante, elle me fait tellement rire. Puis elle me fait réfléchir. Elle a une façon d'expliquer les choses aux enfants, puis aux grands-enfants comme moi. Dans le fond, elle nous explique différentes choses. Elle a fait un livre sur les réfugiés. Elle a fait beaucoup d'affiches aussi que les professeurs peuvent imprimer puis utiliser, dans le fond, dans leur classe. Vraiment, c'est quelqu'un de très généreux, très dynamique sur les réseaux sociaux, puis ça.
Et là, ça, c'est son petit cahier où est-ce qu'elle fait ses dessins, son cahier où est-ce qu'elle fait ses croquis, et elle l'a perdu. En fait, donc si on le trouve, il faut lui renvoyer, c'est à elle. Donc c'est tous ces trucs de pro là-dedans. Donc vraiment, c'est... Là, à l'intérieur... attendez, c'est où qu'on voit ça? Il y a un endroit où est-ce qu'elle dit... Ah, c'est ça, en arrière. C'est en arrière. Si vous retrouvez ce carnet de dessin, priant de retourner à Élise Gravel. Moi, je vous le dis, je ne l'ai pas retourné. La preuve, je l'ai. Mais c'est ça, ça peut quand même... Tu sais, pour les enfants, ça peut être chouette d'avoir comme... Ah ouais, j'ai le truc d'Élise Gravel, tu sais. Donc, là-dedans, Élise Gravel, elle nous parle de ses inspirations. Elle va nous apprendre comment dessiner un hérisson. Genre bébé Fafa. Elle va nous dire différentes choses comme ça. Elle va nous montrer toute sa créativité, finalement, comment elle va développer certains dessins, à quel point elle invente des animaux. Elle fait des hybrides de toutes sortes de choses. Elle s'amuse vraiment beaucoup. Mais ce que j'aime le plus là-dedans, mais dans le fond, je vous montre un peu, là, comme là, dans le fond, elle fait des petites bêtes, puis tout ça. Mais elle s'adresse vraiment à nous autres. Et, puis nous autres, c'est comme l'humain qui lit le livre, là. Tu sais, je suis probablement pas le public cible de son livre, mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis il est à moi, puis il reste chez moi. Vers la fin, en fait, elle va parler du fait qu'elle n'est pas toujours fière de ses dessins. Puis des fois, elle est vraiment déçue, puis des fois, elle a envie de déchirer la feuille. Elle est vraiment fâchée. Et ça montre qu'elle ne réussit pas toujours du premier coup. Elle n'est pas toujours parfaite et on peut essayer. On n'est pas obligé de réussir. On peut essayer, puis en se pratiquant aussi, maintenant, on finit par devenir meilleur. Donc, je trouve que c'est un beau message aussi qu'elle donne aux enfants. C'est pas grave, même si tu dessines, puis tu dépasses, même si c'est pas tout à fait parfait, puis tout ça. Moi aussi, ça m'arrive d'être déçue. Puis c'est pas grave. On continue. Tu sais, c'est que je trouve que c'est des beaux messages qu'elle nous passe comme ça. Elle me fait vraiment rire. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je pourrais vous parler d'un paquet de livres d'Élise Gravel, mais celui-là, c'est peut-être un qui est moins connu. Puis il mérite d'être découvert. Donc, n'importe quoi, le petit cahier noir d'Élise Gravel. Oh! 400 coups. Ok. Je fais-tu un autre livre de voyage? Ok. Juliette à Hawaï, de Roselyne Brasset, chez Urtubise. En fait, je vous parle de Juliette à Hawaï parce que c'est lui que j'ai, mais la série Juliette, il y a un paquet de livres dans cette série-là. Juliette, c'est une jeune fille de 13 ans, presque 14, qui voyage avec sa mère, qui est journaliste. Et c'est ça, dans le fond, elle voyage partout à travers le monde. Là. Donc, il y a Juliette à Barcelone, à Hollywood, il y en a vraiment plusieurs. Là, le plus récent, c'est à Tokyo. Donc, Juliette, elle se promène vraiment beaucoup. Et Juliette, elle tente pas nécessairement tout le temps de suivre sa mère dans ses péripéties comme ça, parce que Juliette, quand elle suit sa mère comme ça, c'est pendant l'année scolaire. Donc, elle manque de l'école. Ça peut sembler avoir le fun de manquer de l'école, mais en même temps, il faut se reprendre après, puis il faut avoir des bonnes notes, puis il faut que tout fonctionne. Mais il y a aussi le fait que ça l'éloigne de ses amis pendant une certaine période de temps. Elle se retrouve dans des situations où elle est dans un pays qu'elle ne connaît pas et elle doit découvrir. Il y a des... Ce que j'aime beaucoup dans la série Juliette, c'est que on suit, c'est ça, Juliette qui vit différentes aventures. Il y a vraiment une histoire qui se tient, elle va faire plein de découvertes, il y a plein de choses. Puis tout ça, on apprend beaucoup sur l'endroit. Comme moi, j'ai appris plein de choses sur Hawaï en lisant ça. Donc, puis c'est vraiment un journal. Donc, on va avoir des heures. Tu sais, par exemple, à 19h, qu'est-ce qui se passe? Elle va nous présenter des conversations. Tu sais, c'est ça, tu sais, 18h ici, qu'est-ce qui se passe? Ça va vraiment nous détailler ce qui se passe dans le temps. Ça, j'aime vraiment ça, mais ça, c'est le fun, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est qu'à la fin, on a un guide de voyage pour faire la même chose que Juliette, en fait. Donc, pour les jeunes qui veulent découvrir, des enfants qui vont partir en voyage avec leurs parents dans une ville qui a été couverte déjà par Juliette, ben, c'est
possible, dans le fond, d'en apprendre sur l'endroit où est-ce qu'on va, sur les différentes, sur les coutumes, sur plein de choses, sur des lieux à visiter, puis tout ça. C'est un guide de voyage qui est beaucoup plus intéressant pour un jeune qu'un guide de voyage classique, on s'entend. Et là, dans le fond, c'est comme l'héroïne, dans le fond, dont tu vas lire l'histoire en plus. Il y a toujours aussi des pages sur l'histoire, dans le fond, les grandes, les dates, dans le fond, déterminantes, qui est arrivé des choses dans la ville qu'elle visite à ce moment-là. Dans le pays, il y a même, dans le fond, un petit journal comme ça, où est-ce qu'on peut marquer nos propres observations, finalement, pendant le voyage. Donc, ça, j'aime vraiment ça. Une chose aussi que j'ai déjà discuté avec Roselyne, c'est que tantôt je l'ai dit, Juliette, elle a 13 ans, presque 14. Il y a quand même plusieurs livres. Puis là, à un moment donné, je lui ai demandé, vas-tu vieillir un jour, Juliette? Va-tu toujours avoir cet âge-là? Ou elle va vieillir, tout ça? Puis dans le fond, c'est ça, elle vieillira pas. C'est vraiment cet âge-là que Juliette va toujours avoir pour, de son point de vue de fille de 13-14 ans, découvrir le monde. Donc, oui, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien fait. Comme adulte, on a vraiment beaucoup de plaisir aussi. Moi, j'aime ça, apprendre des choses. Puis, j'ai appris plein de choses sur Hawaï, puis j'en ai lu d'autres aussi, puis j'ai appris plein de choses aussi. Là, il y en a un à Londres, il y en a plusieurs, c'est vraiment intéressant. Puis chaque fois, elle vit des aventures, en fait. Comme là, dans le fond, avec la page couverture, on a déjà des idées de qu'est-ce qu'elle vit, tu sais. Il y a de la danse, il y a un hélicoptère, il y a un volcan. Il y a beaucoup de choses qui se passent, dans le fond, dans la vie de Juliette et dans le fond, de sa mère de façon générale. Mais là, pour la première fois, Juliette ne voyage pas avec sa mère, 60% dans celui-là. Donc, habituellement, elle voyage avec sa mère, mais là, cette fois-ci, elle voyage sans sa mère. Au début, ça a l'air le fun. Tu sais, pour une fois, je suis pas pognée avec ma mère. On s'entend que quand on a 13-14 ans, souvent, ça ne nous tente pas d'être avec nos parents, là. Donc, pour une fois, elle n'est pas pognée avec sa mère, mais en même temps, elle vit des choses où est-ce qu'elle aimerait ça que sa mère soit proche, finalement. Parce que sa mère est quand même sécurisante, hein. Donc, c'est ça, c'est que c'était Juliette à Hawaï, mais toutes les Juliettes, en fait, l'endroit qui vous intéresse, c'est correct. Vraiment, ça... dans le fond, sont tous bons, là. Donc, Roselyne Brasset, chez Urtubise. Puis un petit dernier, parce que tantôt je disais justement que j'avais été inspirée, tantôt on parlait de Marie-Christine Bernard, de littérature autochtone, puis tout ça, j'avais mis Chouni dans ma liste. Chouni de Naomi Fontaine, je sais pas si vous connaissez, chez Mémoire d'Encrier, c'est sorti en septembre, si je ne me trompe pas, 2019. Chouni, ça veut dire Julie. Donc, on pourrait dire que je m'appelle Chouni, peut-être. Mettons que ça peut être une traduction de mon nom, peut-être. Donc, Naomi s'intéresse, dans le fond, s'adresse à son amie d'enfance, une amie à qui, elle se tenait quand elle était jeune. Son amie, c'est la fille d'un pasteur qui était dans le village, dans le fond, qui était à la communauté autochtone où était Naomi. Et cette fille-là, en fait, elle veut revenir dans la communauté après des années qu'elle a passées à l'extérieur pour aider la communauté autochtone. Donc, elle revient, dans le fond, dans cet endroit-là pour aider. Et là, Naomi lui raconte, en fait, qu'est-ce que c'est qu'elle doit vraiment savoir sur la communauté. Il y a quand même des réflexions par rapport à c'est quoi aider aussi. C'est quand on fait de l'aide comme ça, est-ce qu'on aide vraiment? Est-ce que l'aide est bienvenue? Donc, elle nous présente vraiment la communauté. C'est vraiment intéressant. Elle s'adresse à elle, c'est vraiment un échange, tu sais, vraiment c'est comme des lettres un peu. Elle s'adresse à Julie, elle explique les choses. Avoir des textes aussi où est-ce qu'elle va s'adresser à son fils. En fait, son fils qui a différentes réflexions parce que son fils, il va des fois avoir envie de pas être autochtone. C'est un enfant, là. Des fois, c'est confrontant. Donc, pourquoi? Ça lui tente pas. Puis ça, puis qu'est-ce que sa mère lui répond dans ce contexte-là? C'est un livre que moi, je considère comme un essai. Mais
Des fois, je le vois considéré comme un roman. Je serais curieuse de voir Naomi ce qu'elle en pense, vraiment, au niveau de la classification, puis ça, mais pour moi, c'est un essai, parce qu'il y a vraiment une prise de parole là-dedans qui est très forte. Même si la façon que c'est apporté, c'est une conversation avec, dans le fond, avec une amie, ça reste qu'il y a il y a de la documentation là-dedans, il y a vraiment une prise de position très forte, très claire. En tout cas, vous me le direz ce que vous en pensez, si pour vous c'est un essai ou un roman. Dans tous les cas, c'est vraiment très bon, c'est à lire. C'est un livre qui a été et qui est encore extrêmement populaire. Depuis sa sortie en septembre, c'est un livre qui pogne, comme on dit, là. Ça fonctionne vraiment beaucoup et c'est tout à fait mérité comme succès. C'est pas artificiel comme succès, là. Des fois, il y a des buzz sur des choses, on se dit, ben là, tout le monde tripe dessus. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que les gens font juste triper parce que les autres tripent? Dans ce cas-là, c'est vraiment bon pour vrai. C'est un livre que je vais conserver aussi pendant longtemps, je pense, parce que ça nous fait vraiment réfléchir à est-ce que notre aide est la bienvenue? Qui on aide quand on aide? En tout cas, c'est ça, vous verrez. Ça nous amène vraiment plein de réflexions, c'est vraiment intéressant. Ouais, vraiment très chouette. Donc, le prétexte d'avoir ton ami d'enfance qui veut revenir pour aider dans la communauté, pour faire découvrir la communauté aux lecteurs. Puis Naomi Fontaine, vraiment, ses livres sont tous bons, sont tous très différents, là. C'est ça, il y a entre autres Quespan, peut-être que vous avez entendu parler dernièrement parce qu'il y a eu un film qui a été fait par Myriam Véro, un super film que j'ai vu 3 fois et que j'ai braillé les 3 fois parce que c'est vraiment bon. Donc ça aussi, ça peut être une chose que vous pouvez faire pendant la période actuelle, peut-être de prendre le temps d'écouter ce film-là. Le film et le livre ne sont pas la même chose du tout, c'est complémentaire. Comme je disais par rapport à Quespan, un étudiant au cégep qui a à lire Quespan et qui se dit je vais écouter le film à la place, j'aime pas ça lire. Ben ça va paraître, ça va te faire pogner parce que c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est vraiment complémentaire, mais c'est pas la même chose. Vous verrez ça aussi. On en reparlera. Donc, je vais aller voir vos commentaires. Catherine Lachance qui dit que Chouni sur sa liste. Pas encore lu celui-ci, mais j'aime beaucoup Naomi Fontaine selon Isabelle. Catherine qui dit j'adore tes livres Facebook, c'est enrichissant et je prends beaucoup de livres en notes. Super, puis soit dit en passant, moi aussi je les note les livres. Donc je vais vous faire un article sur julieleouli.com. Vous allez pouvoir trouver la liste des livres dont j'ai parlé aujourd'hui parce que c'est ça, j'en ai parlé quand même de quelques-uns. Hein? Donc je vous les note toujours les références exactes parce que c'est dommage quand même quand on n'a pas bien compris exactement ou on n'est pas trop sûr comment écrire un nom ou un titre. Donc, je vous écris tout ça sur julielioli.com. Je vais peut-être faire ça ce soir, sinon ça va être demain que je vais vous rendre ça disponible. Valérie Langelier qui dit que ça va être sa prochaine lecture, Chouni. Yeah! Super, tu m'en reparleras. J'ai vraiment hâte que tu m'en parles. Hey, ça fait 1h24. Là, c'est assez. Je vous aime vraiment beaucoup, là, mais pour quelqu'un comme moi qui parle pas tant que ça dans la vie, c'est beaucoup. 1h24, mais je vous aime. Ça passait vraiment vite. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine de refaire un live avec vous, de discuter. Lisez bien. Prenez soin de vous. Soyez sages ou pas, selon ce que vous voulez. Merci d'avoir été là. Vraiment, c'est super. Je pourrais pas faire un live comme ça si vous étiez pas là. Ça serait vraiment plate si vous aviez pas de réaction, puis vous en avez, je sais que vous êtes là avec moi. Donc, merci d'être là. Merci de me permettre de vivre ça. Vous êtes mon petit bonbon de la semaine, là, c'est le fun. Donc, merci beaucoup, prenez soin de vous, puis au plus tard, on se voit jeudi, la semaine prochaine, à 19h. Ah, je vais aller voir les derniers commentaires, puis après ça, je ferme. Ah, Isabelle qui dit merci pour les suggestions. Julie qui dit super bonne, ben merci.
Puis j'ai pas d'expérience, hein, c'est mon 3e live à vie. Puis comme je disais la semaine passée, si vous voulez essayer les lives Facebook, ben essayez-les. Je pensais pas que je serais capable de faire ça un jour, puis pourtant je suis capable. Célia qui dit merci beaucoup. Pascal, merci beaucoup. À jeudi prochain. Oui, à jeudi prochain, Julie. Beaucoup de nouveaux titres que Marie-Philippe a notés. Donc, je suis vraiment contente. Donc, pour la semaine prochaine, je vous trouve un thriller québécois. Je vais regarder pour faire des suggestions à ce sujet-là. Si vous avez d'autres demandes spéciales, gênez-vous pas. Je suis preneuse pour vos idées. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, des questions, peu importe, je suis ouverte. Donc, ben, merci beaucoup. À la semaine prochaine, Valérie. Donc, bonne soirée, puis à dans une semaine. Bye!